Bonsoir, bienvenue à tous. Je m'appelle Benoît, je travaille ici chez LIP. Je suis front-end développeur, ça fait 5 ans que je suis là. Et aujourd'hui, on va parler ou plutôt je vais vous parler de Storybook. C'est un outil qu'on utilise de plus en plus ici chez LIP et qui a pas mal évolué ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc c'est particulièrement intéressant d'en parler aujourd'hui, je pense. Mais on va peut-être commencer par une petite rétro. Euh, Avant, on designait des pages. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de cette époque où on faisait pas des composants, on faisait pas des atomes, on faisait vraiment des pages entières, quoi. En style avec des ID, on faisait des trucs comme ça, des trucs bizarres. Et à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, ça marche pas, quoi. Ça scale pas, cette solution, on réinvente notre code tout le temps. Enfin, c'est vraiment la galère, quoi. Alors, on a commencé à faire des composants réutilisables. On a commencé à styler avec des classes, à faire des ID, tout ce genre de choses. Sauf qu'en réalité, c'était plutôt en fait, je savais pas. Il y a plein de composants, mais je ne sais même pas qu'ils existent, quoi. Donc, on a commencé à les documenter. Et puis, pour ça, il y a eu un réel besoin et des développeurs comme vous et moi qui ont créé des outils pour nous faciliter la vie, comme à chaque fois, des outils open source, afin de documenter ces composants pour mieux les retrouver et puis pour les partager aussi avec toute l'équipe, que ce soit les chefs. Par exemple, en 2011, KSS, qui a utilisé KSS? Vous êtes des early adopters. C'était un outil, on verra plus tard à quoi ça ressemble, où on faisait en fait des commentaires dans du CSS, c'était atroce. Mais c'était vraiment cool pour l'époque. Puis après, il y a eu Hologram qui était un peu dans la même veine, qui arrivait un peu plus tard en 2013. Comme vous pouvez le voir, c'est deux outils qui sont plus du tout maintenus aujourd'hui parce qu'il y a des outils bien plus intéressants qui ont été créés depuis. Pattern Lab, introduit en 2013, qui existe toujours et qui est toujours maintenu, c'est probablement le plus vieux outil de création de style guide, documentation de composants qui existe. Fabricator, que vous avez peut-être connu. Euh, Pattern Lab qui était en PHP au début, qui est maintenant en Node. Fabricator qui est du Node aussi. Fractal qui est du Node, qui est un peu un mort-vivant, Fractal, ou un, je sais pas comment dire, un zombie. Il est toujours là, il y a toujours quelques commits, mais il n'y a plus vraiment de communauté. C'est un peu compliqué, c'est dommage parce que c'est vraiment un super outil, mais je ne le considère pas comme mort encore. Et il y a StyleGuideist qui est beaucoup plus récent, qui est un petit peu un parallèle à Storybook, mais pas vraiment en fait. Pour ceux qui n'ont pas connu, et pour ceux qui ont connu, histoire de se rappeler un peu le bon vieux temps, ça, c'est un exemple de code qu'on avait avec KSS et Hologram. Donc, c'est un bout de. C'est un commentaire. Donc là, vous avez votre CSS. Et on ajoutait un gros commentaire au-dessus de la classe qui devait absolument s'appeler doc, sinon ça ne marchait pas. Et puis après, on avait de la matière grise, donc du YAML entre les trois tirets. Et puis ensuite, on avait du HTML qui était en fait dans une balise Markdown, de code Markdown, qui était préfixé HTML example, sinon ça ne marchait pas. Et tout ça, donc en gros, c'était du Markdown. Donc en gros, on faisait du HTML dans du Markdown avec du YAML dans du CSS. C'était l'horreur. D'ailleurs, ça se voit, il n'y a pas de syntax highlighting parce que c'est juste l'horreur. Après, on est passé sur quelque chose déjà d'un peu moins funky, bizarre. Ça, c'est un exemple de Fabricator où en fait on a un template handlebars, donc un véritable template avec aussi de la matière grise qui est du YAML en haut pour définir des métadonnées et des choses comme ça. Donc on a retrouvé quelque chose déjà d'un peu plus clean et d'un peu plus digeste à utiliser. Ensuite, on a vu venir quelque chose d'encore plus performant. Là, on a un exemple d'un template Nunjux qui est utilisé par exemple dans Fractal. Et du coup, on peut faire des choses plus intéressantes comme des layouts. Donc, étendre des layouts avec des blocs. Y rendre à l'intérieur des sous-composants de notre style guide auxquels on peut passer un contexte. Donc là, par exemple, on peut demander à rendre le bouton, mais dans sa variante primary.
donc beaucoup plus intéressant finalement que KSS et toutes ces solutions qui étaient relativement basiques. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? J'ai envie de vous dire oui. Et c'est du coup l'occasion de parler de Storybook, qui est un peu donc qui existe depuis 2016 et qui est très populaire en ce moment et qui grossit et qui s'améliore de jour en jour. Et notamment la version 5.2 qui est sortie il y a 2-3 semaines, qui apporte un certain lot de nouveautés particulièrement intéressantes dont on verra plus tard. Storybook, c'est quoi? Eux, ils disent que c'est un outil pour build bulletproof UI components faster. Donc, ils voient ça principalement comme un outil de développement pour créer vos composants. C'est évidemment open source, c'est une licence MIT. Pour vous faire une idée, il y a 42 000 stars sur GitHub et il y a plus de 800 contributeurs jusqu'à aujourd'hui, donc c'est quand même un assez gros projet. Et c'est backé essentiellement par une entreprise qui s'appelle Chroma. Leur but, c'est vraiment d'investir dans les style guides, dans la documentation de composants en ligne. Et ils ont un SaaS qui s'appelle Chromatic qui permet de faire du regression testing, du visual regression testing. Donc c'est un peu avec ça qu'ils se font de l'argent. Et puis à côté, ils investissent beaucoup dans l'open source et puis ils développent Storybook. Les trois main contributeurs de Storybook, ils sont les trois employés de chez Chroma, ils font ça toute la sainte journée. Donc il y a vraiment des gens qui bossent pour faire que le produit soit stable et il évolue et tout ça. Storybook, c'est quoi? Ou plutôt, qu'est-ce que ça supporte? Contrairement aux autres plateformes qu'on a vues avant qui sont relativement indépendantes, Storybook, c'est plutôt dans l'autre sens où ça vient se greffer sur des composants ou des langages existants. Et puis pour ça, il y a des adapteurs pour toutes ces plateformes. Donc on retrouve React, il y a React Native également, Vue, Angular. C'est les plateformes les mieux supportées, je dirais. Et ensuite, on retrouve HTML. Donc c'est pas vraiment un framework, mais on peut faire Storybook avec des templates HTML purs. Du Ember, du Svelte, du Marco, du Mithril, du Riot et Web Components depuis peu. Donc voilà, plein de frameworks, la plupart des frameworks vraiment populaires aujourd'hui, je dirais. À quoi ça ressemble Storybook? Ça ressemble à ça. Donc, ça ressemble beaucoup à Fractal, à Fabricator, donc c'est un peu toujours le même principe. Hein. On se retrouve avec une librairie de composants sur la gauche qui sont catégorisés. On a une recherche intégrée, ça c'est un des premiers vraiment, ça paraît bête, hein, mais c'est un des premiers outils qui intègre vraiment une recherche. Je ne sais pas vous, moi j'ai travaillé dans des style guides avec des dizaines et dizaines de composants. Au bout d'un moment, on prie vraiment qu'il y ait une recherche. Et après, on retrouve là, on a un exemple d'un bouton default qui est présenté donc, dans le canvas principal. Puis après, on a différentes options. Donc de base, Storybook nous permet de zoomer dans les composants. On peut adapter le viewport pour voir comment ça se comporte en fonction de la taille d'écran. On peut voir le composant de manière standalone, donc on peut l'ouvrir dans une autre page complètement en dehors de l'interface Storybook. On peut se mettre en full screen. Il y a toute une gestion de raccourcis clavier, donc vous pouvez un peu tout bouger l'interface avec des raccourcis clavier. Quand vous avez l'habitude, c'est assez pratique. Et puis enfin, il y a un truc assez sympa, c'est la petite icône qu'on voit ici en haut. On peut émuler le color blindness. J'arrive jamais à trouver le mot en français. Quelqu'un peut m'aider? Voilà, exactement. Donc pour les personnes daltoniennes, on peut émuler un peu les couleurs pour se rendre compte de l'impact que ça a sur nos designs. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Pour utiliser Storybook comme outil, il faut un peu penser sous forme de story. C'est un peu la manière dont ils ont décidé de... pour documenter les composants. Donc pour documenter les composants, on écrit des stories. Et voilà un exemple de story qu'on pourrait écrire pour documenter un bouton. Donc
Premièrement, dans ce cas-là, c'est un exemple donc avec Storybook React. C'est important, toutes les stories sont contextuelles au framework que vous allez utiliser. Donc là, on voit qu'on importe Stories of de Storybook React et pas juste de Storybook. Vous pouvez faire pareil avec Storybook Vue, Storybook Angular, etc. On importe React parce qu'on fait du JSX. Et en dessous, en dernier, on importe notre bouton qui est finalement le composant qu'on veut documenter. Puis on appelle Stories of avec un premier paramètre qui est le nom du composant. On peut utiliser des pipes pour faire de la hiérarchisation. Donc chaque pipe, ça fait une nouvelle catégorie et puis ça incrémente la hiérarchie dans le menu. En deuxième paramètre, il demande à passer le module courant. Et puis après, là, on peut commencer à appeler add sur notre story. Et là, on voit où on définit une story, ou plutôt une variante de la story. Donc premier paramètre, le label. Donc variante with text. Et puis le deuxième paramètre, c'est le rendering du composant. Donc là, on utilise du JSX, on rend notre bouton avec le contenu Hello Button. Et puis on peut les enchaîner, ces variantes. Donc par exemple, là, on a une autre variante avec des emojis. Et ça va créer deux entrées dans le menu. Sous button, on aura with text et with some emoji. Cette version qu'on vient de voir de Stories of, c'est un peu la syntaxe legacy de Storybook jusqu'à la version 5.2 qui vient de sortir. La nouvelle manière de faire des stories depuis 5.2 et plus loin, la manière recommandée, c'est le format CSF, donc Component Story Format, qui est légèrement différent, mais le principe est relativement le même. Donc on retrouve nos imports puisqu'on ne l'utilise plus. Donc on importe toujours React puisqu'on fait toujours du JSX et puis on importe notre bouton. Et ensuite, plutôt que de définir Stories of avec un titre, en fait, on fait simplement un export par défaut, donc en utilisant les modules ECMAScript. Et là, on passe un component, donc qui est notre composant button. On verra plus tard à quoi il va servir. Là, pour l'instant, il ne nous sert pas à grand-chose. Et puis le title qu'on avait avant dans notre Stories of, il se retrouve ici. Donc c'est un peu l'export par défaut, c'est un peu les métadonnées de la story. Puis ensuite, pour vraiment écrire les différentes variantes, on fait des exports qui sont nominatifs. Et puis c'est le nom de l'export qui donne le nom à la variante. Donc là, on a la variante texte et on retrouve la variante emoji de tout à l'heure. Donc c'est la même chose. Maintenant qu'on a écrit des stories, il faut quand même qu'on configure Storybook un minimum pour que ça marche. Mais rassurez-vous, c'est relativement simple. La chose la plus importante qu'il faut faire, c'est ça. Donc on importe configure depuis Storybook React. C'est toujours lié au framework, important. Et puis ensuite, on appelle cette fonction configure avec, en gros, un require context du dossier où vous avez toutes vos stories. Donc le standard un peu dans Storybook, c'est d'écrire des fichiers .stories, quelque chose. Donc ça peut être .js, .jsx, .mdx, on verra plus tard ce que c'est mdx. Et puis en gros, donc là, il va chercher toutes les stories qu'il trouve dans source stories. Require context étant une feature de Webpack et pas de Node ou je ne sais quoi. Donc en fait, ça vous indique que finalement, en background, Storybook utilise Webpack pour loader tous les modules. Donc vous pouvez plugger. En fait, il y a tout plein de configurations. Vous pouvez réutiliser votre config Webpack de votre projet, etc. Donc ça va très très loin, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails ici. Une autre chose qui est intéressante, typiquement le genre de choses qu'on a besoin, vous avez probablement un style sheet global pour votre style guide. Vous avez le style qui est dans les composants, mais en général, on a toujours un style de base. Là, on a un exemple avec Tailwind, par exemple. C'est dans ce fichier de configuration que vous allez importer votre style, puis il sera injecté automatiquement dans la preview des composants. C'est aussi simple que ça. Voilà. Des questions ? Merci, mais c'est vraiment pas fini. Vous êtes là encore un bon moment. Non, Storybook, c'est beaucoup plus que ça. Sinon, ce ne serait pas intéressant. Storybook, c'est tout construit sur un système de plugins. Ce qui est vachement bien et ce qui ne s'est pas forcément fait dans des autres produits comme avant. Fractal, par exemple, essaie de travailler sur une version 2 ou 3, on ne sait pas trop, parce que la 2, elle est déjà sortie, mais en fait, elle n'est pas finie.
Donc on ne sait pas. Et du coup, ça c'est quelque chose de vraiment intéressant, c'est de pouvoir, on a tous fait des style guides et on a tous voulu ajouter une fonctionnalité ou un autre truc à un moment donné. Et si vraiment c'est built-in dans le corps du produit de pouvoir l'étendre et rajouter des fonctionnalités, c'est quand même beaucoup plus facile que d'aller un peu tout customiser à l'arrache. Donc Storybook vient avec un système d'add-on. Comment est-ce qu'on utilise les add-ons? Relativement simplement. En important la fonction register du plugin de l'add-on. Et puis il sera simplement disponible à ce moment-là. Vous noterez, vous verrez sur les autres slides, il y a toujours le nom du fichier en bas à droite, en bas à gauche. Ce qui est intéressant de dire peut-être pour la première fois, vous voyez qu'il y a un dossier Storybook, puis ensuite addons.js. C'est un concept intéressant dans Storybook à comprendre, c'est quand vous donnez la config de Storybook, vous ne donnez jamais un fichier, vous donnez un dossier. Et ce dossier, il contient plusieurs fichiers qui font des choses très précises. Il contient notamment addons.js que Storybook s'attend à trouver pour loader les add-ons. Donc c'est addons.js et puis c'est tout. Peut-être qu'on peut le customiser, enfin c'est pas important, mais ce qui est important c'est le dossier. Donc on verra après, quand on lance Storybook, on définit le dossier et puis lui il va chercher différentes choses, là en l'occurrence les add-ons. Premier exemple d'add-on intéressant, plutôt très intéressant, c'est l'add-on Knobs, qui va nous permettre d'éditer en live les composants dans le browser. Souvent, les composants qu'on fait, ils sont faits pour accepter plein de contextes différents, des textes plus ou moins longs, des textes traduits, différentes images, etc., etc. Puis des fois, pour pouvoir tester, on est un peu frustré parce que on a fait une story, on a défini du contenu, un contexte, puis on ne peut pas le changer. Donc, cet add-on, il va nous permettre de vraiment pouvoir tout contrôler, le rendering du composant en live dans le browser. Donc, comment ça marche? On importe with knobs, text et boolean depuis Storybook add-on knobs. Et puis, ensuite, on doit ajouter un décorateur sur le composant, donc qui est with knobs. Un décorateur dans Storybook, en fait, c'est simplement une fonction qui va wrapper votre story. Donc, elle va ajouter des fonctionnalités, puis elle va rendre la story que vous avez définie à l'intérieur. Donc, elle peut lui passer du contexte supplémentaire. Et puis là, on fait un exemple de story, donc un peu comme avant, un bouton de type texte, donc on rend un bouton. Puis on voit la différence que cette fois, on attribue en props disabled en place notre fameux boolean là qu'on a importé du truc, de l'add-on knobs, avec un label disabled et la valeur par défaut qui est false. Et puis ensuite, on rend pas du texte en dur, mais on appelle la fonction texte de l'add-on. Toujours pareil avec le label et la valeur par défaut. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne quelque chose comme ça. Donc on retrouve dans l'interface un tab knobs et puis on retrouve les champs qu'on a définis dans la story et on peut les modifier. Et on voit que la story elle s'adapte en live. Ce n'est pas exactement les champs que vous avez vus dans le code précédent. Désolé pour ça. Mais vous comprenez le principe. Donc on a un champ booléen qui est en fait une checkbox et puis ensuite on a des champs texte. Là, on a un select et il existe des champs de type file, il existe plein de types de champs différents. Donc, c'est vraiment intéressant pour pouvoir faire des tests et s'assurer que le composant il se comporte comme on veut dans toutes les situations possibles et inimaginables. Un autre add-on qui existe, c'est l'add-on Actions. Donc pareil, enfin pas tout à fait pareil, on importe Action depuis add-on Action et puis on peut l'utiliser sur des event handlers. Par exemple à un bouton, on ajoute un event handler onClick et onClick on appelle action avec la valeur qu'on veut passer. C'est relativement simple, mais ça permet de tester tout ce qui est de l'interactivité. Donc là vous voyez je clique sur le bouton et j'ai les actions qui sont loguées dans la console en bas avec le texte que j'ai passé à ma fonction action finalement. Donc relativement simple, mais ça peut être pratique. Un autre add-on qui existe, c'est l'add-on Viewport. Donc qui vient ajouter cette petite icône en haut dans l'interface et qui me permet de rendre le composant à différentes dimensions. Cette liste de taille, elle est complètement personnalisable.
elle est personnalisable globalement pour tout votre storybook, pour toutes vos stories. Elle est personnalisable par story, et puis vous pouvez aussi définir globalement et localement par story quelle est la valeur par défaut. Donc si vous avez, je sais pas, une story qui décrit votre menu mobile, qui va jamais être affiché sur une résolution à 1400, eh ben, vous pouvez scoper uniquement ce composant précisément à une taille mobile, une petite taille. Dans la même veine, on a l'add-on background. Donc on peut définir une liste de background utilisable pour la partie rendering des composants. Donc par défaut c'est blanc, et puis là j'en ai mis deux, j'en ai mis un light qui est légèrement gris et un dark qui est vraiment très foncé. Et puis ça nous permet de potentiellement de lisser tous les contextes dans lesquels ces boutons seront affichés et de se rendre compte que le premier bouton a un contraste très mauvais sur un fond foncé, donc il faudra probablement faire quelque chose. Pareil, liste des backgrounds qui sont définissables globalement ou par composant, le choix par défaut, la même chose. Dernier add-on dont je parlerai, c'est l'add-on accessibilité. Donc c'est une intégration de AX en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil open source qui permet d'automatiser en fait le test d'accessibilité de certains composants. Donc il ajoute un tab accessibilité dans l'interface et puis il va effectuer des tests sur le composant pour s'assurer que ça respecte les règles WCAG. Par défaut, c'est en AA, mais évidemment, vous pouvez tout personnaliser. Derrière, vous avez un accès direct à la config de AX. Donc un peu long. Où, voilà, au début, il manquait un alt tag sur l'image. Donc il y a une violation. Je vais modifier mon code pour ajouter le alt tag. Je sauve mon fichier et je peux directement re-runner les tests dans le browser et voir que maintenant ça passe. Donc vraiment une intégration directe pour l'accessibilité, ce qui est très appréciable et pas forcément facile à faire dans les autres systèmes de style guide existants. Donc voilà, on a vu l'add-on knobs, action, viewport, background, accessibility, mais c'est pas tout, il y en a d'autres. Je vais pas en parler de tous parce que on risque d'être là encore demain. Il y a add-on source qui permet de voir la source du code qui est utilisé pour faire les stories. Note qui permet d'écrire des notes vraiment de la doc sur les composants. Storyshot qui est particulièrement intéressant, relativement complexe, donc je ne l'ai pas présenté pour ça, mais vraiment intéressant. En fait, vous pouvez intégrer Storybook avec Jest et faire du snapshot testing avec Jest automatiquement via Storybook. Donc Jest, c'est un outil pour faire du unit testing ou functional testing, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en plus de ça, il fonctionne avec. La communauté de Jest promeut beaucoup le snapshot testing. Donc en fait, on va prendre un snapshot du composant. On va sauver dans un fichier l'état actuel du composant. Puis le jour où le composant il a changé, les tests vont failer. Puis Jest va vous demander voilà, le composant il a changé. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est bien ce que tu voulais ou pas? Et on peut automatiser plus ou moins ça avec Jest dans Storybook. Et puis on peut même aller plus loin où il y a une extension encore à Storyshot qui permet d'utiliser Puppeteer pour faire des screenshots et puis faire du visual regression testing. Donc on peut aller vraiment très loin. Ça peut être hyper intéressant pour des gros projets où il y a un testing assez intensif. Donc voilà. Console, on peut voir les outputs des logs et ça, c'est pas forcément très intéressant. Puis links, ça nous permet de faire des liens entre les stories dans la doc et des choses comme ça. Donc voilà. Il y a évidemment plein d'autres add-ons de la communauté qui ont été mis à disposition open source, qui sont prêts à être utilisés, de qualité variable. Mais beaucoup de choses très intéressantes. Il y a des intégrations avec Apollo, avec Redux pour tout ce qui est du store et des choses comme ça, ou Vuex pour Vue. Donc ouais, plein de choses intéressantes. Et évidemment, qui dit module de plugin dit que vous pouvez écrire vos propres plugins pour vos propres use cases spécifiques.
Une petite note sur les presets, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la doc, c'est un concept qu'on retrouve dans Storybook qui est peut-être intéressant de juste connaître de nom. En fait, ce qu'ils entendent par preset, c'est des add-ons avec Webpack et Babel préconfigurés. Parce que potentiellement, votre add-on il va ajouter le support pour loader des types de fichiers particuliers. Il dit pour loader des fichiers, il faut avoir un loader Webpack et potentiellement du transpiling Babel si vous faites du TypeScript ou je sais pas quoi. Et du coup, le preset, en fait, c'est ça. C'est un add-on qui vient avec Webpack et Babel préconfiguré pour loader correctement tous les fichiers nécessaires pour que l'add-on il fonctionne correctement. On verra plus tard un exemple de preset. Comment ça marche? Et là, par exemple, on retrouve notre dossier de doc Storybook, mais cette fois dans presets.js. Puis là, c'est un export, c'est un module export où on exporte la liste des presets qu'on veut loader dans Storybook. Et puis c'est tout. Ça juste marche, normalement. Theming, on peut évidemment personnaliser l'interface de Storybook. Donc comme on l'a vu avant, c'est l'interface de base. Une interface claire, relativement légère, assez efficace pour commencer. Storybook vous met aussi à disposition un thème foncé qui est déjà tout prêt à utiliser. Et puis évidemment qu'on peut créer son propre thème. Donc là on a un exemple Web Mardi. J'ai pas changé grand chose, j'ai juste changé les couleurs de base, j'ai changé le logo. Et ça suffit en général pour que l'outil corresponde à la marque de votre client, de votre projet. Donc on arrive à faire ça relativement rapidement. C'est aussi simple que ça. En fait, on importe la fonction create de Storybook Theming et puis on l'exporte en fait en lui passant un objet en paramètre qui redéfinit les choses qu'on veut modifier. Donc là, on a une base light, donc là on peut changer pour dark si on veut étendre le thème foncé. Et puis ensuite on change les valeurs qu'on veut changer. Donc ils utilisent Emotion pour faire ça, donc c'est du CSS in JS. Et ça marche plutôt bien. Une fois qu'on a défini notre thème, il suffit de l'importer. Là, on est dans Storybook config, donc le fichier principal de config qu'on avait vu tout au début, là où on importe nos stories, etc. Il faut qu'on rajoute un appel sur add parameters. Donc add parameters, on l'importe de Storybook React, Storybook Vue, Storybook whatever. Et puis on le passe en option le thème qu'on a choisi. Allons-y. Il y en a encore pour un petit peu. Docs. Il y a une autre chose que Storybook a apporté depuis la version 5.2, en plus du nouveau format CSF qu'on a vu. C'est un système de documentation des composants. Et c'est particulièrement intéressant parce que c'est quelque chose qui est de base entièrement automatisé. Donc c'est pas un an, il faut encore écrire de la doc. Storybook génère la doc pour vous tout seul. C'est vraiment génial. Un exemple ici avec notre fameux bouton. Donc on retrouve en haut évidemment le titre du composant. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre un sous-titre. J'ai mis un peu tous les exemples pour que vous voyez tout ce qui est possible. Donc on peut mettre un sous-titre et puis le texte qu'on voit ensuite, styled A ou button element, en fait c'est extrait du composant. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Et vous vous souvenez, dans la définition du composant, dans l'export par défaut, on a défini component button. On lui a passé en config le composant qu'on veut documenter. Et c'est ça qui permet à Storybook en fait, de générer ce bloc-là. C'est le composant qu'on passe par défaut dans l'export par défaut du composant, c'est ce qui va être utilisé pour la première preview. Ensuite, Storybook ajoute une table des props. Donc que ce soit React, Angular ou Vue, souvent dans React vous définissez les prop types, dans Vue vous définissez les props. Et il va automatiquement aller lire le composant, aller parser les props types, etc. Et vous crachez un tableau tout près de toutes les props qu'accepte le composant. Donc là, on voit qu'il accepte un tag, on retrouve la description, on voit que ça doit être une string, que la valeur par défaut c'est button, etc., etc. Donc un outil vraiment utile quand vous devez intégrer et utiliser ce composant dans votre projet. Vous pouvez simplement aller dans la doc et puis vous avez un peu toutes les
toutes les infos sur comment ils s'utilisent. Ces props, elles viennent directement du composant. Donc le styled A or button element qu'on a vu tout en haut de la page, il vient, en fait c'est un docblock, un commentaire JSDoc, enfin il y a plein de noms pour appeler ça, mais c'est ce commentaire qui a été parsé par l'addon automatiquement pour l'ajouter en haut du fichier, et puis ensuite on retrouve, donc là on est dans un exemple de document vu, de composant vu, et on a les props, et par exemple encore le commentaire qui est au-dessus du tag, il est parsé, et c'est ça qui est ajouté dans la description, et ensuite il va lire le type string, le default button, etc. Tout est vraiment extrait du composant automatiquement, donc vraiment rien besoin de faire de votre part, le composant change, la doc change toute seule. Derrière ça utilise Vue Docgen API, par exemple pour Vue, c'est en fait un truc qui vient de StyleGuidist. Vue StyleGuidist, qui est en fait un fork de React StyleGuidist pour Vue. Ils ont fait ce super package qui permet d'extraire toutes les métadonnées d'un composant Vue. Vous pouvez l'utiliser en standalone, c'est hyper intéressant, c'est hyper chouette comme truc. Dans cette doc, vous pouvez accéder à la source facilement des composants. Donc, avant, je vous ai dit, il y a un add-on source. Finalement, ça fait la même chose. En fait, add-on docs utilise add-on source derrière pour faire ça. Donc, on peut voir le code qui est utilisé pour rendre cette story. Une autre chose que Docs apporte et qui est particulièrement intéressant et qui pour moi manquait énormément dans Storybook, c'était la possibilité de faire vraiment des pages de documentation. Là, on a un exemple de page qu'on pourrait utiliser comme page d'accueil du Style Guide qui dit voilà, c'est le Style Guide du WebMardi. Pour l'installer, c'est le nom du package NPM, c'est ça. Pour l'utiliser, vous devez importer le Style Guide depuis le package, etc. Donc là, on a vraiment plus des composants. Et comment est-ce que ça marche? Et là, on voit le fameux MDX que vous avez vu avant. Quand j'importais les stories, il y avait JSX ou MDX. MDX, c'est quoi? MDX, c'est encore un autre format de story qui est aussi venu avec la version 5.2. Donc, c'est juste une autre manière d'écrire des stories. Après, c'est à vous de choisir. StoriesOf, elle n'est pas dépréciée. Elle va continuer à être supportée, même si ce n'est plus la manière recommandée d'écrire des stories. Et du coup, on se retrouve avec CSF et MDX en parallèle qui sont à choix et qui peuvent être combinés. On peut loader des stories CSF dans du MDX. On peut vraiment aller très loin. Enfin bref, MDX c'est quoi? MDX c'est comme JSX, c'est Markdown Extended. Donc c'est du Markdown avec du code JS dedans. On voit là un exemple. Donc on commence par importer meta de addon docs blocks. Donc c'est un bloc de documentation qui est fourni par l'addon qui va nous permettre de dire à Storybook ça c'est un élément que je veux que tu prennes en compte dans ta doc. Donc simplement en mettant meta title, on dit à Storybook que c'est un document qui doit publier en fait dans l'interface. Et puis après, on peut simplement écrire du markdown ou autre chose. On peut vraiment aller très loin. Un exemple. Donc MDX, c'est pas uniquement fait pour faire des pages de doc, mais ça peut être aussi utilisé pour documenter les composants. Et là, on a un exemple un peu plus complet. Donc on retrouve le méta qu'on a importé sur la page précédente. En plus de ça, on importe story et preview, qui sont deux autres blocs différents, et on importe un composant qui est à nous, qui est checkbox. Cette fois, on va aussi utiliser meta title, et puis en plus de ça, on va passer le component checkbox. C'est exactement le même component button, component checkbox qu'il y avait dans le CSF, dans l'export par défaut, qui sera utilisé pour la génération de la doc par Storybook. Ensuite, on met de la doc, du markdown, du texte, ce qu'on veut. Et puis, on peut définir des blocs spéciaux. Donc là, on utilise nos blocs preview et nos blocs story pour définir les stories comme on les a définis précédemment au format CSF ou StoriesOf. De la même manière, cette fois-ci, on les définit au format MDX. Donc vraiment la possibilité de construire des pages complexes avec à la fois des composants, de la documentation, etc. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est que Storybook vous fournit des blocs de base pour documenter des choses qu'on a souvent besoin de documenter dans un style guide, typiquement les couleurs. Donc là, on a l'exemple visuel de ce que ça donne, donc une liste de couleurs avec les previews. Et puis au niveau du code, ça donne ça.
Donc toujours le même principe, hein. On définit une méta. On a du markdown et puis on utilise ces fameux blocs, donc color palette et color item, qui viennent de l'add-on blocks et qui vous permettent de définir votre liste de couleurs. Un autre exemple de composant qui est mis à disposition, liste de typographie. Voilà. Et ça veut dire aussi que vous pouvez évidemment créer vos propres composants. Donc ça doit être des composants React évidemment, puisque Storybook est en React. Mais vous pouvez créer vos propres composants pour les utiliser dans vos docs de manière librement. Donc comme on a importé le bloc depuis l'add-on, on peut importer n'importe quel composant et puis le rendre au milieu de la doc. Un exemple, nous on a souvent les listes de toutes les icônes SVG qui sont disponibles dans le style guide. Donc on pourrait imaginer faire un composant auquel on passe une liste, un objet avec toutes les icônes et puis il nous rend une liste, une grille ou je sais quoi de toutes les icônes. Qu'on pourrait par exemple rendre interactif, faire au clic, faire en sorte que ça copie le code de l'icône ou des choses comme ça. On peut vraiment aller très loin. Et puis je pense qu'avec le temps, il va y avoir de plus en plus de composants standardisés comme ça qui seront mis à disposition par Storybook de base. Voilà, maintenant qu'on a un super style guide avec plein de composants documentés, plein de pages de doc, il faut qu'on en fasse quelque chose. Donc, comme beaucoup d'autres outils, Storybook s'exporte sous forme de documents de sites statiques, composés de pages HTML essentiellement. Donc là, on voit un petit exemple à quel point c'est relativement facile de le faire. Donc, j'ai défini dans mon package JSON des scripts, deux scripts, Storybook Build et Storybook Build Docs. Donc j'appelle en fait le package build Storybook qui est leur CLI pour builder une version statique. Je passe en config le dossier Storybook et pas un fichier de config ou autre, vraiment le dossier qui contient mon fichier presets, mon fichier config, mon fichier add-ons, etc. Et puis je lui donne l'output, donc là je veux qu'il build dans un dossier build. Et on a une variante qui existe depuis Storybook 5.2 qui n'est pas définitif. Qui accepte une variante docs. Donc en fait, ça va générer le style guide, mais avec que les pages de docs. Donc toutes les previews de composants qu'on va beaucoup utiliser en développement, potentiellement si vous faites des super pages de doc, vous n'en avez pas besoin. Donc vous pouvez générer avec que les pages de doc pour faire un style guide un peu plus shiny. Puis une fois qu'on a défini ces commandes, donc on peut les lancer, npm run storybook build ou yarn storybook build. Et puis on se retrouve avec le style guide qui est entièrement buildé dans le dossier build. Et puis on peut lancer npx http server build. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super outil npx. Donc c'est un outil qui permet de lancer des packages npm sans les installer. Le package npm en question, c'est http server qui fait un simple serveur http hyper basique du dossier build. Puis là, il va vous lancer un serveur sur 8080, je crois, ou 8008 ou je ne sais plus quoi. Puis vous pourrez checker le résultat de votre style guide que vous pourrez déployer n'importe où, sur GitHub page, sur Netlify, sur Now, sur whatever. Je voulais dire un autre truc et j'ai oublié quoi. C'est pas grave, ça reviendra peut-être. Recap, on a vu avec Storybook qu'on arrive vraiment à builder des composants de manière standalone, en isolation totale, dans un contexte avec, évidemment qu'on n'a pas vu ces détails, mais quand vous codez, vous avez le live reload du composant et toutes ces choses-là auxquelles on est très habitué aujourd'hui. Vous pouvez mocker à mort vos composants en créant plein de cases différents, plein de variantes pour vos stories, et puis en plus de ça, vous pouvez ajouter des add-on nubs pour aller vous assurer que si vous mettez un texte de 3 km de long, ça marche aussi bien qu'avec un paragraphe d'une phrase. Vous pouvez supercharger votre workflow avec des add-ons en écrivant vos propres add-ons, en utilisant les add-ons qui sont disponibles de la communauté ou les officiels qui sont bien supportés par Storybook. C'est hyper facile de matcher une image de marque avec toute la fonctionnalité de theming. Là, on a vu un exemple très simple, mais vous pouvez aller plus loin, puis vous pouvez customiser les couleurs de tout, en fait, toutes les bordures, les backgrounds, les machins, vous pouvez tout déchanger. Et puis enfin, vous pouvez générer une version statique du style guide relativement facilement et puis le déployer sur n'importe où. Voilà, cette fois j'ai fini.
Donc, quelques liens intéressants peut-être pour terminer. Donc, storybook.js.org qui est le site de Storybook. Super bonne doc. Ah oui, voilà ce que je voulais dire. La release 5.2, donc qui vient de sortir, en fait, elle met à disposition ce format CSF, ce format MDX, l'add-on docs, mais en réalité c'est plus une bêta. Donc ça fonctionne bien pour l'avoir testé, il y a plein de choses qui fonctionnent bien, mais il y a quand même quelques bugs à gauche à droite. Et il y a quelques choses en particulier qui ne sont pas considérées comme finies. Typiquement, l'add-on docs, il n'est pas considéré comme fini. Il est vraiment en bêta, il n'est pas publié sur le site de Storybook, ils n'en font pas ouvertement la promotion. Mais c'est testable et ça fonctionne bien. La release finale, c'est vraiment 5.3 qui est en bêta 37, alpha 37. Il y a tous les jours des releases, ils bossent à fond dessus. Et puis là, je pense que ce sera vraiment bien solide et utilisable sans autre. LearnStorybook.com qui est linké depuis Storybook aussi, qui est un site de ressources avec des tutos et des choses comme ça qui vous expliquent comment utiliser Storybook, les concepts derrière ça, aussi des choses plus méta, si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec les concepts de style guide, de design system et des choses comme ça, c'est assez bien expliqué. Le repository Git, il se passe beaucoup de choses là-bas. Et puis, si vous voulez être tenu au courant des choses, ils ont un compte Twitter évidemment et ils sont pas mal actifs. Vous trouvez assez facilement les core contributeurs qui sont très intéressants à suivre. Et puis moi, vous me trouvez sous mon pseudo Leben sur GitHub, sur Twitter et ça, si plus tard vous avez des questions. Mais c'est assez facile de trouver une instance de Storybook qui tourne en ligne ou des choses comme ça. Voilà.